D'abord, un grand merci à Renaud et à Karim qui nous ont invités, qui nous permettent justement de nous retrouver avec toutes nos différences, croyants, non-croyants, pour l'UE, anti-UE, et tous réunis autour de quelque chose de très simple qui est l'amour de la France et son envie, et l'envie qu'elle perdure ou qu'elle passe outre aux difficultés qu'elle rencontre. Or, si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi parce que la situation est catastrophique, vraiment catastrophique. Bien sûr l'économie, bien sûr Macron, bien sûr l'imposture écologique au prix de laquelle on veut nous faire renoncer à l'essentiel, bien sûr l'immigration, mais le pire, à mes yeux, c'est l'islamisation de la France. L'islam qui est vraiment le grand danger, tout simplement, puisque le titre de cette table ronde est l'identité et l'islam, parce qu'elle nous fait perdre notre identité. Notre identité, puisque, on l'a vu depuis ce matin de tout ce qu'on a entendu, nous sommes en train de renoncer à être nous, à renoncer à la liberté d'expression, renoncer à dire la vérité et même renoncer à dire ce qui nous dérange dans des mœurs, des habitudes, des convictions qui sont complètement antinomiques avec notre tradition. Et le gros danger est là. J'ai envie de dire qu'on peut se relever d'une crise économique, même s'il y a beaucoup de dégâts. On peut se relever même d'une immigration forcenée, si cette immigration n'est pas aux antipodes de notre civilisation. Ce n'est pas le cas, parce qu'à un moment donné, on peut trouver des solutions, la remigration, bon, etc. L'islamisation, les Espagnols ont mis 1400 ans à s'en débarrasser. C'est long. C'est long. Et entre-temps, beaucoup d'entre eux sont devenus musulmans. Et je n'ai pas envie de ça pour nos descendants. Et donc, comment faire, en fait? Quelle est la solution? Parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse. Alors actuellement, au risque de vous désespérer, les solutions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans l'immédiat. Pour une raison très simple, c'est que nous n'avons pas le pouvoir tant que Macron sera au pouvoir, tant qu'il n'y aura pas de nouvelles élections, et tant qu'il n'y aura pas un nouveau logiciel qui vienne soit par des élections, soit par une révolte, une révolution, voire une guerre. Je ne sais pas. Tout est ouvert actuellement. Mais il va falloir ça pour qu'on puisse vraiment commencer à dire on va s'attaquer à l'islam. Mais même si demain on avait de nouvelles élections et qu'on ait des patriotes au pouvoir, à mon sens, on ne pourra encore rien faire si on ne sort pas de l'Union européenne. Je ne vois pas de possibilité de solution sans le Frexit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je sais que certains ne sont pas d'accord, mais on est là pour débattre aussi, et c'est bien de pouvoir avoir tous les éléments. Donc pour moi, le Frexit est nécessaire parce qu'il nous débarrasserait de l'Union européenne qui actuellement nous limite, nous ligote sur tout ce qui est droit des minorités, ce qui est l'immigration. On n'a pas le droit maintenant effectivement de dire non à l'immigration. Sur la charia qui est en train de s'imposer un petit peu partout, et même à la Cour européenne des droits de l'homme, hein, alors qu'en 2003, cette même Cour disait que la charia est incompatible avec la démocratie. La même Cour vient de donner un avis fin décembre disant que finalement, chaque pays européen a le droit de donner des droits particuliers aux communautés religieuses et notamment islamiques pour permettre, par exemple, c'était lié à une histoire d'héritage. Une femme en Grèce qui était musulmane avait été privée de son héritage parce que femme, en application de la charia. Elle a fait un recours à la Cour européenne des droits de l'homme qui lui a donné raison, mais dans ses attendus, c'est très grave, parce qu'elle ne critique pas du tout la charia, elle donne un attendu où elle précise que, justement, chaque pays européen a le droit de donner des droits spécifiques à des communautés spécifiques qui soient en marge des lois générales. Et donc, c'est une façon détournée, mais claire, d'appliquer, de permettre l'application de la charia et donc de la loi islamique dans tous les pays européens et notamment en France. Et ça veut dire qu'on n'a plus de recours possible quand nous sommes condamnés dans nos pays
que nous faisons un recours à la CEDH, ça ira forcément dorénavant contre nous. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'on n'a plus de solution. Cette Union européenne, c'est celle aussi qui a signé dans notre dos, sans nous demander notre avis, des tas de traités qui nous engagent. C'est les traités Eurabia, que Batior a fait connaître, et qui montrent comment, à partir des années 73, en échange d'un pétrole pas cher, l'Union européenne a signé l'engagement de laisser entrer des musulmans autant qu'ils le voulaient, avec leurs coutumes, leur religion, et avec l'interdiction pour les pays accueillants de s'opposer à ça et de vouloir les intégrer et encore moins les assimiler. Donc ça, c'est Eurabia. Deuxième étape, les traités de Strasbourg en 1975. Ensuite, on a des textes très, très lourds qui s'appellent l'ICESCO, un traité de plusieurs dizaines de pages. Alors l'ICESCO, chez les musulmans, c'est l'équivalent de l'UNESCO pour les pays occidentaux. Et dans ce traité, dans ce manuel ICESCO, donc ratifié par l'Union européenne comme par les pays musulmans, il est donné, c'est un mode d'emploi, un manuel de mode d'emploi, comment ça doit se passer à l'école. Donc nous devons modifier nos livres scolaires. L'histoire doit montrer l'islam comme quelque chose de positif. Nous devons modifier les livres d'histoire. Nous devons construire des ICI, des instituts de culture islamique. Et donc tout ça, c'est signé par l'Union européenne dans notre dos. On n'a jamais été consulté. Enfin, moi, je ne l'ai jamais été, je ne m'en souviens pas. Et donc, c'est quelque chose qui nous engage, puisque tout a été signé et que ce sont des traités, effectivement, dont on ne peut pas sortir comme ça en claquant des doigts. On pourrait parler du pacte de Marrakech, c'était l'ONU, mais on sait que l'UE a joué un bon rôle aussi pour que tous les pays européens, ou le maximum, puissent aller signer ce pacte sur l'immigration. On sait aussi, en passant, c'est plus tout à fait l'islam, mais il y a quand même un rapport, que Macron a envie de transférer à l'Union européenne même le peu de souveraineté qui nous reste. Hein, il l'a dit au Parlement européen, il l'a dit à la Sorbonne entre 2017 et 2018. On sait par exemple que Merkel a sollicité Macron pour qu'il donne à Juncker, à l'Union européenne, sa place au Conseil de sécurité de l'ONU avec le droit de veto qui va avec. C'est-à-dire que la place de la France soit prise par l'Union européenne. C'est-à-dire que même, non seulement on n'a plus de règles nationales, mais on n'a plus non plus au niveau international, on est sur le point de renoncer même à quelque chose qui est quand même assez important. Alors, notre souveraineté est peu à peu donc transférée, on n'a plus rien, et vous avez quand même des condamnations, on en parlait tout à l'heure avec cette histoire de la charia fin décembre. Gérard Boyadjian ce matin a évoqué le cas d'Elisabeth Wolf, condamnée par la CEDH, ce qui est quand même dramatique, puisque c'est un retour au délit de blasphème imposé par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, le texte que j'évoquais ce matin, c'est « Un État peut, s'il le souhaite, créer un cadre juridique déterminé pour accorder aux communautés religieuses un statut spécial impliquant des privilèges particuliers. » C'est simple, c'est clair, c'est net. Si nous avions le Frexit, qu'est-ce qui changerait? D'abord, le droit national ne passerait pas après le droit bruxellois, parce que c'est quand même le cas depuis 1964 avec une décision de la Cour de justice européenne. Nous n'aurions plus à supporter, à devoir respecter le droit des minorités, qui est anticonstitutionnel pour nous, puisque la République, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ne reconnaît que des citoyens, des hommes égaux, des citoyens. Il n'y a pas des minorités, des privilégiés, etc. Donc ça serait un retour à nos textes fondamentaux. Nous n'aurions plus non plus à craindre des sanctions financières pour s'opposer à l'immigration, pour s'opposer effectivement à l'imposition de la charia, puisque nous sommes tenus par la Banque centrale européenne.
et que tout ça, ça forme un tout, qui peut être fort gênant. Nous échapperions aussi, et ça n'est pas rien, au lobbyisme qui se passe à Bruxelles, où aussi bien Soros que les gens du Golfe viennent faire du lobbying, viennent donner de l'argent pour faire passer leurs idées, leurs choix de société, etc. On pourrait peut-être imaginer dans l'école un retour de notre histoire, de l'histoire de nos héros. On ne peut plus parler de Charles Martel sans se faire traiter de raciste, et on est obligé d'élever nos enfants sans qu'ils sachent qui est Clovis, qui est Louis XIV, mais ils doivent savoir quels sont les empires centrafricains, l'histoire des empires centrafricains. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on pourrait imaginer un retour quand même sur l'identité. Ça serait peut-être aussi la fin des campagnes gouvernementales pour nous vendre le vivre ensemble et puis les joies de l'islamisation. On pourrait peut-être échapper à ce qui est en train de se préparer, qui est l'islam de France. À ce qui est en train de se préparer aussi, qui est la refonte de la loi de 1905. Ce sont des choses extrêmement graves. Peut-être aussi qu'on pourrait de nouveau licencier, dévoiler dans les entreprises, ce qui devient de plus en plus impossible, avec notamment l'Union européenne et cette imposition des règles islamiques. Et puis nous pourrions aussi peut-être retrouver des vraies frontières, des frontières nationales, en échappant à Schengen. Je rappelle que le traité d'Amsterdam, en 1999, nous a fait signer qu'il était impossible de sortir de Schengen sans sortir de l'Union européenne. En gros, c'est si vous ne voulez plus d'immigration, il faut sortir de l'Union européenne. Voilà quels sont les traités, quels sont les éléments. J'ai appris, en regardant un petit peu tout ça, que même les limitations de vitesse au point de passage aux frontières étaient interdites par l'Union européenne. Il faut passer très vite d'un pays à l'autre. Pas avoir le temps de s'arrêter et de faire des contrôles. C'est aussi l'Union européenne qui interdit de mettre fin au regroupement familial. Le fameux regroupement familial ne dépend plus de nous. En 2003, il y a eu une décision de la Cour de justice européenne qui a décidé qu'effectivement, il était impossible de s'opposer au regroupement familial, au nom des fameux droits de l'homme, des droits humains, comme dit le pacte de l'ONU. De la même façon, la Cour européenne des droits de l'homme favorise, donne la priorité à la vie familiale et privée aux dépens de l'intérêt du pays. C'est ainsi que nous nous retrouvons avec des terroristes que nous ne pouvons pas expulser parce que, soi-disant, dans son pays, où il risquerait la torture, etc. Et donc nous sommes obligés de le garder. C'est comme ça que nous sommes aussi obligés de récupérer des terroristes parce qu'ils ont de la famille en France. On ne peut pas les expulser. Tout ça, c'est la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice ou la Convention européenne. Bon, on a tout un choix, mais tout ce qui est lié avec l'Union européenne. Donc, en conclusion, je dirais que, à mon sens, l'Union européenne est irréformable. Pour changer le moindre traité, il faut l'unanimité des 27 pays. Imaginez ça. Enfin, pour moi, ça me semble impensable. Quand vous voyez que même des pays patriotes comme la Hongrie ont intérêt, eux, à rester dans l'Union européenne à cause de l'argent que ça leur rapporte, parce qu'ils n'ont pas effectivement une économie florissante. Donc, je ne vois pas du tout d'autre solution, effectivement, que le Frexit pour pouvoir, effectivement, échapper à tout cela. Voilà, je vous remercie.